Donc, bonsoir à tous. Ce soir, les étudiants de Tribune ont voulu organiser une conférence qui s'inscrit dans un contexte un peu spécial, qui est donc le contexte du monde du travail aujourd'hui, où on remarque une baisse de motivation générale des salariés. Donc ça se voit dans les chiffres, avec notamment 38% des salariés français qui sont démotivés, et aussi également dans les faits, comme on le voit dans les cas extrêmes avec les situations de burn-out, ou même à côté de ça avec de nombreux facteurs comme le travail des salariés pénible et non propice à leur épanouissement. Et donc en fait, cette crise de motivation au travail pose de nombreuses questions, notamment sur la façon dont les managers gèrent leur équipe, en leur donnant comme objectif principal la maximisation des profits notamment. Et donc en fait, le happy management, c'est un nouveau courant qui s'inscrit en faux contre cette vision presque exclusivement capitaliste du travail. Et donc c'est un courant qui se recentre en fait sur le côté humain du travail et qui met accent sur l'enthousiasme et qui permettrait donc à chacun de s'épanouir et de mettre à profit ses capacités. Une société qui reste tout de même essentiellement basée sur les valeurs économiques et financières. Et donc, en fait, la question qui se pose principalement, c'est comment allier le happy management et la société actuelle capitaliste, en fait. Et donc, c'est à cette question qu'ont tenté de répondre certains spécialistes. Et à cette occasion, nous avons la chance de recevoir Gaëlle Monteiller, Hugues Mollet et Alexandre Glas. Donc, Gaëlle Monteiller, vous occupez un poste de direction de la stratégie dans le groupe Lafarge, Holcim. Ah bon, vous occupiez, désolée. Et Hugues Mollet, vous enseignez donc à l'école des mines. Et vous êtes tous les deux les co-auteurs du livre intitulé Happy Management, oser manager par l'enthousiasme, paru début janvier. Et donc, dans cet ouvrage, vous expliquez la nécessité de mettre en place un nouveau type de management adapté aux jeunes générations, c'est-à-dire plus ouvert et surtout axé sur l'enthousiasme. Et vous expliquez donc, notamment à travers des interviews de managers et de managers, la place essentielle de l'enthousiasme qui va permettre en fait d'exploiter au mieux les talents des nouvelles générations. Et vous terminez enfin par des solutions concrètes pouvant être mises en place directement par vos lecteurs. Et Alexandre Glas, vous êtes le cofondateur de la start-up Jobmaker créée en 2015. Donc c'est une plateforme très dynamique qui permet en fait de trouver un emploi qui correspond notamment aux besoins de l'utilisateur, mais surtout ce qui est le plus important et le plus innovant, c'est de trouver un emploi qui lui plaît. Et donc c'est en cela que Jobmaker est une plateforme innovante. Et donc elle diffuse plusieurs méthodes d'auto-coaching professionnel qui vont par exemple permettre aux utilisateurs de valoriser leurs expériences et donc à terme de chercher un emploi plus efficacement qui leur permettra de s'épanouir pleinement. Donc je vais vous laisser la parole afin de nous éclairer un peu plus sur ce sujet qui est le happy management et qui constituera peut-être la base de notre avenir professionnel. Alors, première question, autant commencer par le commencement. On va essayer de définir le happy management. Et donc, pour vous, Gaëlle Monteiller et Hugues Mollet, qu'est-ce que c'est le happy management en quelques mots? Je vous conseille de prendre un... Alors, je vais revenir sur un point. Vous avez beaucoup dit que c'était anticapitaliste. On n'est pas du tout anticapitaliste. Sauf que pour nous, le capital, c'est bien plus que l'argent. Et que le premier capital de l'entreprise, et c'est surtout ça qu'on défend, c'est que le premier capital de l'entreprise, c'est l'homme. Et donc effectivement, le happy management, c'est de donner du sens à tout ça et donner du sens aux hommes et qu'effectivement, on est convaincu que pour être performant, on n'est performant que dans ce qu'on aime. Et donc l'idée et le pilier du happy management, c'est donner du sens, ces trois choses. C'est donner du sens à l'action de chacun. C'est inscrire cette action dans un environnement ou dans une mission beaucoup plus large pour une mission ambitieuse. C'est exactement la fable de Peggy sur les cathédrales. On ne dit pas aux gens qui cassent des cailloux, on leur dit qu'ils construisent des cathédrales. Les deux choses sont vraies. Sauf que si vous dites à quelqu'un qui construit une cathédrale, il va le faire bien mieux que de casser des cailloux. Et puis la troisième chose, c'est effectivement se placer dans un contexte de succès a priori. On va y arriver. Et effectivement, tout est parti du constat qui a été bien décrit, du fait qu'aujourd'hui la société a complètement changé ces dernières années avec les nouvelles technologies. Elle a coupé toutes les barrières spatio-temporelles.
Il n'y a plus de barrières. Vous êtes en permanence connecté avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de je travaille, je suis dans mon bureau, je suis chez moi, ou c'est le matin, c'est le soir, parce que de toute façon, tout est international. Donc, il n'y a plus de barrières. Donc, ça, c'est le premier risque, mais c'est aussi une très forte opportunité pour développer des nouveaux modes de travail. Et sur le temporel, il n'y a pas non plus de... Tout est immédiat. Et du coup, comme tout est immédiat, avec une pression financière beaucoup plus forte demandée par les actionnaires, la conséquence est que beaucoup d'entreprises focalisent en permanence sur des indicateurs qu'ils suivent en temps réel, et les gens deviennent tétanisés devant des suivis permanents où on leur pose toujours la même question, où t'en es, où t'en es, où t'en es. Donc ils sont complètement tétanisés et ils n'ont plus du tout de temps pour développer leur véritable action et donner du sens. Donc c'est parti de ce constat-là. Et ensuite, effectivement, on a interviewé beaucoup de gens et on s'est aperçu, enfin on en a sorti des tas de... Donc le happy management, c'est véritablement redonner du sens à l'action de chacun, écouter et replacer l'homme au cœur de l'entreprise et au cœur de projets beaucoup plus grands. Alexandre, si tu veux... Hugues, si tu veux compléter Mais... Moi, je ne suis pas un spécialiste du happy management. Voilà. Donc, mais effectivement, il est évident que être heureux, déjà, c'est mieux, et c'est mieux. Et que dans les entreprises aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a, surtout dans les grands groupes et dans les entreprises classiques, on va dire, il y a de moins en moins de gens heureux. Alors, d'où ça vient et quelles sont les solutions ? Il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a plusieurs problématiques. La première, c'est qu'effectivement... Et je crois que Gaël l'a très bien mentionné, c'est effectivement que les gens ont peu de vision de ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils sont surtout en train de faire des tâches. Et quand même ils sont des managers, ils managent des tâches avec des objectifs pas forcément, pas forcément compréhensibles. Et ça, c'est un point. Mais c'est vrai que pour moi, le problème, il est aussi les entreprises en tant que telles. Fondamentalement, moi, je monte des startups, j'ai monté des entreprises plus classiques, des fonds d'investissement, ce genre de choses. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Et c'est vrai que souvent, le problème, c'est que il y a beaucoup trop de managers. Donc déjà, si on compare aujourd'hui avec des entreprises comme Google, où il y a environ, je crois, 3% de managers, déjà, c'est une autre problématique. Et puis, voilà, l'entreprise en tant que telle... Elle est basée sur des a priori, des structures qui sont peut-être un peu anciennes. Alors, je ne connais pas exactement le happy management, mais effectivement, ce serait intéressant de voir ça. Nous, sur JobMaker, ce qu'on voit, c'est que ce soit les jeunes ou que ce soit des gens plus âgés, des gens de plus de 40 ans, ils ont un manque de sens dans leur travail. Et finalement, ce qu'ils veulent, c'est avoir le choix. Alors, avoir le choix, c'est un grand mot. Mais c'est aussi quelque chose de simple, c'est juste voir ce qui est possible de faire et puis essayer de trouver un job, pas pour toute la vie, puisque surtout votre génération, vous allez avoir entre 10 et 12 transitions professionnelles au cours de votre carrière, donc il faut être préparé à ça aussi. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans les 2-3 prochaines années ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Quel est le projet que vous avez envie de construire au sein d'une entreprise ? Et à condition aussi que ces entreprises-là, elles vous prennent en compte, elles comprennent ce que vous vouliez et qu'elles soient aussi, elles valorisent qui vous êtes, avec vos envies, vos choix. Et pour ça, ça s'apprend aussi de pouvoir se vendre, entre guillemets, alors le terme n'est pas très bon, mais savoir aussi dire de manière simple ce que vous avez envie de faire et ce que vous êtes capable d'apporter. Parce que vous êtes capable d'apporter énormément de choses dans les entreprises, y compris les jeunes. Voilà. Mais sur le happy management, j'aimerais en savoir plus peut-être. Je dis juste un petit mot, je passe la parole à Hugues Mollet. Le terme de happy management, c'est une petite histoire, nous on n'en voulait pas, les co-auteurs. Nous, en fait, on voulait simplement dire qu'effectivement, on était confrontés, on est 3 co-auteurs avec des expériences professionnelles qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Moi, je suis très industrielle, j'ai dirigé des business units que dans des grands groupes, j'ai dirigé une des plus grosses usines de France parce que c'est des usines automobiles, et c'est pas happy du tout. Et maintenant, effectivement, il y a un terme, et je me suis aperçu qu'on était rentré dans un courant, mais sans le savoir, et on s'est dit, on va écrire un livre pour raconter nos expériences, raconter ce qu'on a perçu. Donc Hugues, il expliquera ce à quoi il a été confronté. Et on a écrit ce livre pour dire qu'une autre voie managériale était possible.
Et c'est l'éditeur qui nous a dit, appelez-le Happy Management. On a dit, mais Happy Management, ça fait pas sérieux, ça fait Yukaidi, Yukaida, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Et on pense que justement, tous ces concepts d'enthousiasme, de sens, ils sont d'autant plus importants que ça va mal. C'est très facile d'être happy quand tout va bien. Et en fait, donc c'est ça qu'on veut écrire dans notre livre, et on voudrait qu'il y ait beaucoup de choses, on vous expliquera les freins, pourquoi si c'est si génial que ça, pourquoi si c'est le meilleur management possible, pourquoi il ne se développe pas. Et on a aussi analysé pourquoi. Et le livre, c'est vraiment pour faire partager et dire aux gens, et c'est pour ça que le sous-titre, c'est « Oser manager par exemple ça ». Allez-y, c'est possible. Et c'est vrai qu'on était très contents quand j'ai vu Jobmaker, parce que Jobmaker, c'est ce que vous dites. Vous dites, vendez-vous, faites des choses qui vous plaisent, et ce que vous serez bon quand vous serez compétent et que vous ferez un truc qui vous plaît. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses en commun. Donc Hugues... Tu es sûr Dis ce que tu veux. Bonsoir, même. Bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, c'est vrai que le bouquin, c'était pas... Au début, c'était quoi C'était manager par l'enthousiasme, c'est ça au début, et puis ils n'ont pas voulu, c'est pas grave. Hein. Oui, mais moi non plus, Happy Management non plus, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je mettrai des mots à côté de ça, c'est des valeurs, du sens, avoir envie, ne pas déconnecter totalement une vie perso et une vie professionnelle, qu'on ait un sens, qu'on soit, à la limite, qu'on soit heureux d'aller travailler le matin. Alors, moi, je vais me placer sur un autre point de vue. Alors, on a été présenté, on m'a dit j'étais des mines. Oui, enfin, je suis de l'école des mines de Paris, un petit peu en fin de carrière, mais j'ai monté un certain nombre de choses de mines de Paris, comme prof, comme directeur de recherche, comme responsable de masse, comme plein de choses. Ok. Et pourquoi je vous dis ça? Non pas pour dire que je suis très bien, encore que je le sois, mais simplement pour dire la chose suivante. Mon domaine à moi, c'est un domaine un peu particulier, c'est le domaine que certains d'entre vous connaissent. C'est le domaine un petit peu de la productivité industrielle que vous avez peut-être connu sous le mot, par exemple, de lean management. Hein. Lean logistique, lean management, lean ceci, lean cela. Et je vais vous faire réfléchir sur un point. Le lean, c'est-à-dire le fait... Qu'est-ce que c'est le lean? Alors, le lean pour les nuls, ce serait... lorsque je fais quelque chose, probablement il va y avoir des gaspillages dans ce que je fais... Faisons en sorte d'enlever les gaspillages. Quand vous avez dit ça, vous savez ce que c'est que le lean. Hein, c'est-à-dire, une panne, c'est bête parce qu'on ne produit pas pendant la panne. Donc c'est bête, c'est un gaspillage. Oh, là voilà. Voilà le lean. Le lean, il date de... Pour ceux qui, je suppose, tous vos cours, on vous parle de lean. Il date de... Oui, mais quand même, c'est pas possible, c'est pas possible. Le lean, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il faut produire, il faut distribuer et il faut acheter, c'est vous ça, sans gaspillage, donc il faut faire du lean achat, comme du lean de distribution. Cette idée donc de ne pas faire de gaspillage, elle a 40 ans. 40 ans. Elle nous vient effectivement d'un modèle japonais, mais elle a 40 ans. Vous vous rendez compte? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que les idées derrière cette espèce de théorie du lean sont hyper simples. Hyper simples. Pour éviter de gaspiller, il faut analyser un problème, un petit peu le quantifier, trouver des solutions, et puis, comme disent les bons ouvrages, avec les gens, avec les ouvriers, avec les opérateurs, etc., eh bien, mettre les solutions pour que ça marche. 40 ans, et aujourd'hui, toutes les boîtes se disent la solution pour demain, c'est le lean. Alors, vous posez une question quand même. Une idée, une théorie, une pratique qui est relativement simple, qui s'appuie sur le fait qu'il y a des personnes qui vont entraîner ce mouvement et il y a des opérateurs qui vont les suivre. Attendez, c'est tellement bête que ça aurait dû prendre 6 mois. Et bien 40 ans après, ou 35 ans après, eh bien, on se pose les mêmes questions. Et aujourd'hui, vous verrez, parce que certains d'entre vous sont consultants, je ne le souhaite pas tout de suite, mais enfin, certains d'entre vous sont consultants, et vous verrez qu'on vous dira que ce qu'il faut dans les entreprises maintenant, c'est le lean. Voilà. Alors, vous vous posez la question quand même. Des choses aussi simples, des choses qui font en sorte simplement qu'il y a un directeur qui a envie de faire ça,
qu'il y a des ingénieurs et des cadres commerciaux de tout le monde qui ont envie de faire ça, que 30 ou 40 ans plus tard, avec des idées simples, eh ben, ça n'est pas pris. C'est-à-dire les 3 citrons ne sont pas alignés. Donc on peut se poser des questions. Pourquoi ? Et les questions, c'est de dire pourquoi. Le pourquoi, effectivement, on n'a pas réussi à faire que dans les entreprises, cette espèce de recherche de productivité qui est essentiellement basée quand même sur un nouveau management, un management où, par l'enthousiasme, un management où les gens auraient envie de faire, hein, eh bien ça ne se passe pas. C'est amusant comme question parce que quand les gens sont chez eux, hein, si l'aspirateur tombe en panne, ils ont envie que ça marche, et puis la panne, ils vont trouver les moyens pour que d'une part la panne elle soit résolue, et puis on va éviter que la panne se reproduise. Tout ce que vous faites chez vous comme productivité, une fois que vous quittez chez vous et que vous rentrez dans les murs de l'usine, crac, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est une question quand même tout à fait intéressante. On est au cœur de la productivité aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement ça pose des questions intéressantes, et les questions elles sont intéressantes, elles ne sont pas forcément happy management, mais elles sont surtout sur du relationnel, du sens, de la valeur, à quoi ça sert de bosser, pourquoi on travaille pour une entreprise, pourquoi on veut qu'elle soit productiviste, pourquoi les gens qui nous pilotent, ou vous qui piloterez les gens, vous n'entraînez pas. Puisque 40 ans après, on se pose les mêmes questions. Ça, c'est une question intéressante, justement, puisque ça a mis 30 ans, alors que ça aurait dû en mettre, justement, ça aurait dû se faire en 6 mois. C'est pas fini. Oui, Quand je dis que ça met 30 ans, c'est pas fini. Ça devrait mettre plus de temps encore. Il y a encore plein de boulot pour les consultants en ligne, il y a encore plein de boulot. C'est que le début de l'aventure, mais justement, alors que ça aurait dû être 6 mois, et finalement, ou peut-être plus, un petit peu, et que ça a mis 40 ans, justement, ça montre quelque chose, par exemple, dans cette idée, ça montre la complexité de mettre en place un tel processus. Et quand on parlait du happy management, lorsqu'on a lu votre ouvrage, on a vu qu'il y avait l'enthousiasme au cœur du happy management, et l'enthousiasme est une notion qui est collective, il s'agit de mettre en avant un projet collectif, et il semble y avoir un paradoxe quand on évoque la société actuelle où l'individualisme est mis en avant. Comment on fait pour porter le projet collectif là où l'individualisme s'exprime avant tout ? Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, dans notre société, l'individualisme s'exprime partout. Il s'exprime très fortement dans les entreprises et dans les entreprises occidentales. Parce qu'effectivement, si je reprends l'exemple du Lean, le Lean, ça part d'une idée très simple, c'est que on ne fait que ce qui crée de la valeur. Et celui qui crée de la valeur dans l'entreprise, dans l'usine, c'est l'ouvrier. Donc c'est l'ouvrier qui fait. Donc on devrait l'écouter. Et en fait, au lieu de l'écouter, on lui dit ce qu'il doit faire, on lui demande de reporter. Bon, donc c'est vrai que... Parce que c'est plus simple. C'est beaucoup plus facile... en entreprise, et c'est pour ça que l'individualisme est très fort dans les entreprises, c'est beaucoup plus simple, et surtout avec la formation et la culture française, c'est pas qu'un problème français, mais c'est exacerbé en France par la culture et par le fait qu'il n'y a pas de place pour l'échec. En France, si vous échouez, vous êtes mauvais. Aux États-Unis, si vous avez jamais échoué, c'est que là vous êtes mauvais. Parce que si vous n'avez jamais échoué, c'est que vous n'avez jamais rien fait. Et c'est toute la nuance entre les deux. Et effectivement, dans toutes les grandes écoles, on peut en parler facilement, on en sort. On vous apprend à être bon. La culture française fait que vous devez être premier de la classe, vous devez faire premier, c'est des concours, c'est des tests, c'est des concours, c'est des concours. Et on a toujours valorisé celui qui savait. Donc la plupart des grands cadres français, c'est un peu vrai dans d'autres sociétés, mais c'est très vrai en France, ils arrivent, ils savent. Et donc quand ils savent dans l'entreprise, comme ils veulent être bons par rapport à leur chef, parce que beaucoup de gens ont des visions extrêmement carriéristes, eh ben ils vont pas donner de liberté justement à l'ouvrier, à celui qui sait, celui qui veut faire et celui qui pourrait faire plus. C'est beaucoup plus facile de lui dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Celui qui est en dessous, le N-1, il se dit je vais pas me poser de questions, je vais faire ça, je vais être malheureux, mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Qu'est-ce qui va l'inciter à faire des propositions nouvelles si son chef lui dit écoute, tu m'embêtes, je suis pas sûr, j'ai peur, je fais pas. Et donc effectivement, je fais à la place de l'autre. C'est exactement quand je fais beaucoup de parallèles moi avec l'éducation des enfants. C'est exactement la même attitude que les parents. Quand un enfant vient vous voir avec ses devoirs, vous avez deux solutions. Soit vous êtes fatigué, vous rentrez du travail, vous en avez ras-le-bol, vous faites les devoirs à sa place, vous dites voilà, la solution c'est ça, recopie-la. Parfait, c'est fait, les devoirs sont faits. Votre enfant, il a rien appris. Donc il va peut-être avoir une bonne note, mais ça n'aura fait rien du tout. Alors que lui dire, essayer de le guider, l'écouter et le faire trouver la solution par lui-même. Mais l'autonomie, c'est pas forcément l'assurance d'un résultat. Je veux dire, il y a une part. Non, mais c'est justement ça. Votre enfant, il ne trouvera peut-être pas. Mais le fait de lui avoir donné la possibilité de trouver
la possibilité d'exprimer sa façon de faire, de dire mais moi j'aurais fait comme ça, ben, c'est ça la richesse. Mais c'est pour une entreprise dont l'objectif premier est la rentabilité, pour des entreprises dont l'objectif premier est la rentabilité, c'est un risque, c'est dangereux de ne pas avoir la possibilité de remplir l'objectif. Non, pas du tout, parce que nous, et c'est ce qu'on explique dans notre livre, on est convaincus qu'on arrivera à beaucoup plus grand, mais ça prend du temps. Et c'est ça le problème. Un des hiatus, c'est le temps. Comme on est dans un monde de l'immédiateté, dans un monde du reporting en permanence du KPI, c'est sûr que, comment on fait ? On a du courage. Pour mettre en place du long terme quand l'instantanéité domine, comment on fait ? On a des convictions et on a de l'enthousiasme. Et on dit à tous ceux qui sont autour, attendez un tout petit peu. On prie pour que les résultats n'arrivent pas trop tard. Mais on est convaincus, moi c'est ce que j'ai expliqué chez PSA. Chez PSA, il y a des standards pour tout. Je dis, mais avec le standard, vous ne serez jamais plus fort que le standard, vous serez moyen. Vous renferez ce qu'a dit, ce qu'il est écrit, vous faites. Si vous voulez faire plus, l'objectif de l'entreprise, c'est d'aller plus loin. Alexandre, s'il avait fait un site de recrutement standard, il n'aurait jamais fait son truc. Il n'y aurait eu aucun succès, aucune valeur ajoutée. Si vous dites aux gens, on fait ce qu'on sait faire, on ne va pas plus loin, on les encadre et tout, si c'est le chef qui décide tout, qui fait tout, la compétence, la puissance de l'équipe, elle est limitée au chef. Alors il est peut-être bien meilleur que les autres. En tout cas, il est souvent convaincu qu'il est bien meilleur que les autres. C'est rarement le cas. Bon, il est peut-être, il a eu des meilleurs diplômes, il a eu plus de chance, il a connu plus de gens, il vient d'une meilleure famille. Il y a plein de... C'est pas forcément... Alors sachez dans votre vie professionnelle que ce n'est pas toujours la compétence, c'est même rarement la compétence qui fait que vous arriverez très 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 haut. C'est plein d'autres choses. Est-ce que la solution, ce serait pas alors de supprimer la hiérarchie, un peu dans l'esprit de l'entreprise libérée ? Certains l'ont fait. L'entreprise libérée, c'est pas ça. Non, pas exactement. Mais... Certains l'ont fait. C'est possible, mais il faut de la structure. Et dans l'entreprise libérée, on peut libérer, mais il faut quand même une entreprise, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est l'ADN de l'entreprise, la mission de l'entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Moi, j'ai beau dire que je mets l'homme au cœur de l'entreprise, mais c'est gagner de l'argent. Mais je suis convaincue qu'on gagnera beaucoup plus d'argent si on mise sur le potentiel humain. Sauf qu'on gagnera beaucoup plus d'argent peut-être dans 10 ans. Et c'est sûr que pendant une journée, on aura donné la possibilité à quelqu'un de s'exprimer. J'ai eu un exemple, je suis allée c'était ce matin, je ne sais plus, à une conférence, un petit déjeuner, c'était des trucs financiers, c'est un truc sur les directeurs financiers. Alors pour vous dire, ça n'a rien à voir. Donnez l'exemple de Kodak. Kodak, est-ce que vous connaissez Kodak ? Ah bon, on n'est pas encore trop vieux. Donc Kodak, c'était, mais il y a 20 ans, toute pellicule photo, tous les appareils photo, les pellicules, je ne sais même pas si vous savez ce que c'est qu'une pellicule, mais les pellicules photo, tout ça, il n'y avait que Kodak. Un petit peu. Mais c'était une entreprise énorme, et c'était vraiment les leaders. Et bien chez Kodak, un jour, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez-moi, j'ai une idée. J'ai un prototype. Il avait le prototype, ils avaient tout pour faire du numérique. Et ils ont refusé. Donc ça a tué Kodak. Voilà. Eh ben oui, mais c'est exactement cette idée-là. S'ils l'avaient écouté, s'ils avaient été enthousiastes, et ben voilà. Mais ça, c'est justement la problématique d'essayer de créer plus de sens, justement, et c'est ce que vous évoquiez, par exemple, Alexandre Glaz, avec votre start-up, c'est l'idée de l'importance de la création de sens. Comment ça se met en place maintenant dans les entreprises ? Alors, pourquoi c'est si important ? Concrètement, voilà. Petit problème de micro ? Je sais pas. Ah si, ça marche. Nickel. Alors la création de sens, c'est indispensable. Et je pense qu'effectivement, pour moi, une des grosses problématiques, notamment des grands groupes, et notamment des grands groupes européens, mais pas qu'en France, c'est justement le manque de création de sens. Et ça, il y a eu des études qui ont été faites que n'importe quelle entreprise, qui plus est quand elle est grande et qu'elle fait de la publicité et qu'elle communique beaucoup sur ses projets, si elle manque de sens, bah, naturellement, ses consommateurs, ses partenaires, mais aussi ses collaborateurs, vont être moins enclins à essayer de l'aider. Et si cette entreprise-là meurt, finalement, on n'en a rien à faire. Et donc, c'est extrêmement important de créer du sens. De créer du sens dans son entreprise, de créer du sens avec ses partenaires, une fois de plus, et aussi avec ses utilisateurs, ses consommateurs, ses clients. Parce que eux, c'est aussi ceux-là qui feront que demain, si vous avez un problème, potentiellement, ils seront là pour vous aider. Quand je dis ils seront là pour vous aider, c'est-à-dire que le jour où vous n'avez plus forcément les mêmes budgets publicitaires et que vous devez dépenser un peu moins en pub, ils vont quand même être là. C'est eux qui vont être vos premiers prescripteurs. Ils vont quand même acheter vos produits, quand bien même vous n'êtes plus first in mind dans leur tête. Et donc ça, évidemment, c'est extrêmement important pour n'importe quelle entreprise. Mais en plus de ça, il y a quelque chose qui est extrêmement important, qui s'appelle le PPP. Voilà, ça s'appelle People, Planet, Profit.
Et ça, pour moi, dans toutes les entreprises que je crée, c'est vraiment ce que j'essaye de développer. C'est-à-dire qu'une entreprise doit avoir, ou un projet, à la limite, c'est pas obligé que ce soit une entreprise en tant que telle, elle doit avoir dans son cœur de faire attention et d'essayer en tout cas de prendre en compte les personnes, c'est-à-dire la société, essayer d'éviter d'avoir de pousser à plus de différences salariales ou ce genre de choses, et puis éviter qu'il y ait encore plus de problèmes qu'il y en a déjà. La deuxième chose, c'est la planète. Ça semble assez logique. Aujourd'hui, un projet qui ne fait pas attention à la planète, ça n'a pas de sens. D'un point de vue, ne serait-ce qu'humain, on sait tous où on en est. Et puis aussi, même, ça a un coût aujourd'hui de polluer. Donc, même au niveau purement capitalistique, ça a un sens de faire attention à la planète. Et puis la troisième, évidemment, c'est du profit. Et il faut évidemment faire du profit. Moi, je monte des entreprises. Elles ont pour objectif d'avoir du chiffre d'affaires. Mais néanmoins, avoir du chiffre d'affaires en ayant pris en compte la société en tant que telle et la planète. Et quand on fait une entreprise et qu'on essaie de la développer comme ça, quand on fait un projet et qu'on se bat pour ce projet, déjà personnellement, c'est beaucoup plus enrichissant et ça permet de se lever le matin avec encore plus de volonté. Et puis aussi pour ses collaborateurs. Et peut-être qu'un des problèmes des entreprises actuelles, si on compare avec justement la fuite entre guillemets des jeunes cerveaux, et j'ai d'autres startups que Jobmaker que j'ai cofondé et où on embauche des ESCP ou des mines d'ailleurs, et ce sont des startups qui créent du sens. Et parce que quand on crée du sens, naturellement, eh bien en fait, notamment les jeunes qui savent bien ce qui va leur arriver s'ils se retrouvent contrôleur de gestion ou dans un grand groupe, ou genre de boulot, que généralement c'est les premiers boulots quand on sort d'école de commerce, et ils savent bien que naturellement, ils vont avoir beaucoup moins d'impact sur leur travail, sur leur hiérarchie et sur la société. Donc pour vous, la création de sens dans le monde du travail, c'est une tendance un peu inéluctable ? C'est les entreprises qui marchent aujourd'hui. Donc pour vous, oui, c'est inéluctable. Celle qui, de la même manière que le Lean a mis 40 ans et pas encore arrivé, ces entreprises-là qui refusent de créer plus de sens, naturellement, je l'espère, elles vont attirer de moins en moins des élites comme vous, elles vont attirer de moins en moins des consommateurs plus éclairés. Et oui, l'objectif, c'est que les entreprises qui réussissent soient celles qui font attention à leurs consommateurs, font attention à elles-mêmes aussi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire créer du sens ? C'est dans l'ADN même de l'entreprise, c'est dans son activité. Comment est-ce qu'on crée du sens quand on est producteur de joints de culasse ? Quand on n'a pas forcément, par exemple, quand on produit des boissons, quand on ne fait pas un produit qui va forcément changer le cours d'une vie, comment on parvient à transmettre à... Bien sûr, tout le monde n'est pas Tesla ou SpaceX, tout le monde n'est pas Elon Musk. C'est vrai. Mais c'est à des tout petits niveaux. On n'est pas, quand on fait des joints de culasse, ça dépend pour qui on fait des joints de culasse. Alors, je ne suis pas spécialiste des joints de culasse, mais évidemment, si vous faites partie de la chaîne de production qui va construire une Kalachnikov, c'est peut-être moins créateur de sens. Tout dépend après, évidemment. On peut dire que ça crée du sens parce que avoir des armées, c'est bien aussi. Que, par exemple, être dans une chaîne qui va permettre de construire les prochains drones ou ce genre de choses. Donc, la création de sens, elle peut se faire à n'importe quel niveau. Et puis, l'objectif n'est pas forcément de définir ce qui est du sens. C'est ce qui a du sens pour vous et vos consommateurs. Oui, d'accord. Vous vouliez intervenir ? Oui, petite remarque. Enfin, moi, je rebondirais un peu sur ce que dit Gaël. Je pense qu'effectivement, bien sûr, on n'a pas la solution. Si on avait la solution, on serait tous happy. On serait tous happy. Je crois qu'il y a vraiment un déficit total d'imagination dont vous n'êtes pas forcément responsable. Vous êtes à l'ESCP, c'est brillant, etc. Moi, je connais un peu mieux les écoles d'ingénieurs. C'est vrai qu'on forme des clones. Ils sont tous pareils à la sortie. Ils ont à peu près on parle des valeurs tout à l'heure. Ils utilisent les mêmes outils, etc., etc. Il y a un déficit énorme d'imagination, même souvent d'envie.
Et c'est vrai que quand ils vont dans l'entreprise, pour la plupart, quand on parle de sens de valeur, il y a un cours qui crée des valeurs, il y a un cours qui parle des valeurs, il y a un cours qui parle de sens, il y a un cours qui parle d'humanisme dans les écoles. Pas vraiment. Et alors, on rentre dans des structures où effectivement le quantitatif, puisque c'est ça, on le maîtrise bien le quantitatif, eh bien il prend le possession sur tout. Vous êtes des spécialistes du contrôle de gestion, de la compta ANA et tout, qui est tout à fait, pour moi, qui est tout à fait contraire justement à cette espèce de naissance du sens. Donc il faudrait revoir la formation, le système de formation. Oui, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, même dans les entreprises, vous allez avoir cette espèce de poids du quantitatif pour juger les gens, les choses et les services, ce poids du quantitatif, alors que le monde, aujourd'hui, j'espère pour vous, il est infiniment plus qualitatif qu'il l'était avant. Mais on juge sur le quantitatif. Et même, on juge sur des objectifs. Et justement, c'est assez marrant, les objectifs avec le contrôle de gestion. Les Japonais vous auraient dit avec le Lean des années 40, c'est complètement idiot de respecter un objectif. Il faut toujours le violer, cet objectif. Aller au-delà, faire du Kaizen, c'était l'idée qui était sous-jacente à ça. C'est-à-dire, justement, c'est complètement. Si on est content de l'objectif, c'est idiot. C'est parce qu'on devrait pas aller plus loin. Cet esprit-là, il n'est pas donné il n'est pas vraiment dans les entreprises. Il n'est pas non plus dans la formation. Aussi bien de brillants étudiants d'école de commerce que des ingénieurs d'ailleurs. Nous, on est vraiment clonés sur un système qui est assez passéiste. Voilà. On n'a pas réussi à cette idée de sens. Mais ça se voit d'ailleurs dans votre ouvrage. Ah, allez-y. Oui, et moi je vais même plus loin aujourd'hui. Ce que je dis aujourd'hui, et je le vois moi dans mes expériences professionnelles. La formation française, elle est excellente. Elle structure, elle permet d'aborder tous les sujets, que ce soit les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Les gens qui arrivent sur le marché, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils sont ultra structurés. Donc ça, c'est très très bien. Mais effectivement, on a oublié de leur dire que la structure, c'est ce qui est derrière, c'est ce qui va leur permettre de bien travailler. Mais avant de structurer, réfléchissez à ce que vous voulez faire, réfléchissez aux autres et réfléchissez que vous allez travailler avec des gens et que malheureusement dans l'entreprise, ou heureusement, moi je trouve que c'est heureusement, mais souvent c'est malheureusement, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Et 1 plus 1, ça peut faire moins, parce que vous allez vous battre contre celui d'à côté si vous êtes idiot, et il y a beaucoup de gens comme ça, vous allez vouloir faire mieux, et donc vous allez, même dans des cabinets de conseil, ou si vous avez des rôles commerciaux, vous allez vous reprendre la mission de l'autre, et donc il y a un client qui va vous voir arriver, les 2 concurrents commerciaux, je donne 2 exemples, 1 plus 1 fait moins que 2. 2 commerciaux, 2 jeunes, ils veulent montrer à leur chef qu'ils sont bien meilleurs. Ils vont aller voir le même client. Ils vont se battre. Le client, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit, mais je comprends pas, mon fournisseur, ils sont 2, mais moi j'en veux qu'un. C'est une destruction de valeur totale. Ils seraient allés voir, ils auraient fait une stratégie ensemble. On va aborder tout le secteur. Toi, tu vas voir celui-là parce que tu connais un peu mieux, c'est ta région, tu parles leur langue entre guillemets. Donc si avant il y avait eu un partage, de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on veut aller, toi t'es bon là-dedans, donc va plutôt là, toi t'es bon là-dedans, va plutôt là, au lieu de faire des grilles matricielles en disant voilà, chaque commerciaux c'est 3 contrats, 3 machins. Donc 1 plus 1 ça fait moins de 2. Mais la bonne nouvelle c'est que 1 plus 1 la plupart du temps si on est intelligent, et c'est de l'intelligence humaine, ça fait beaucoup plus que 2. Oui, mais justement, cette intelligence humaine, vous en parlez dans les... D'ailleurs, on a... Eh bien oui, mais c'est ça le management par l'enthousiasme. Oui, mais c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cette créativité, d'avoir cet enthousiasme. Là, par exemple, et vous faites une description. Mais on parle du management. On ne demande pas à tout le monde d'être enthousiaste. Mais si vous voulez être manager... Oui, mais quand on lit le management comme vous le décrivez, il émane de leur personne même une véritable présence, une personne que l'on sent, une présence que l'on voit. Le manager enthousiaste adopte généralement une attitude gaie et souriante, à l'écoute de l'équipe. Elle n'est pas construite et réfléchie, elle est permanente et c'est tout simplement sa manière d'être. Quand on n'a pas ces capacités, quand on a juste le bagage que vous aviez décrit, justement le bagage un peu plus analytique, quand on n'a pas cette capacité de fédérer, d'avoir une capacité de leadership, comment on fait pour être un happy manager ? Comment on fait pour créer de l'enthousiasme ? La bonne nouvelle, c'est que c'est contagieux. Non mais c'est sérieux ce que je vous dis. C'est qu'il y en a qui l'ont pas au départ. C'est vrai. Mais, ça fait rire ma fille là.
Il y en a qui l'ont pas au départ. C'est vrai, vous le disiez d'ailleurs, Oui. vous expliquiez d'ailleurs dans les interviews. Et c'est pour ça que ce qu'on dit, c'est qu'il y le a une manager qui donne cette impulsion. Si Oui. lui-même, dès le début, ne l'a pas, on ne peut pas appliquer votre modèle. Ça se fait Si, parce qu'on va pas l'appliquer tel que ça, mais il n'y a pas que... Si vous avez l'enthousiasme vraiment inné, vous allez aller plus vite. Mais si déjà vous vous dites, si dans la base, vous vous dites, ce qui m'importe, c'est d'être heureux et de rendre les gens autour de moi heureux, j'irai beaucoup plus loin. Et le fait, c'est vraiment le fait de se dire, regardons chacun, et c'est pour ça que donner du sens, bien sûr, il y a ce que je disais dans les 3 piliers au départ du Happy Management, c'est donner du sens à chacun, intégrer ce sens dans une vision plus large, et là c'est la vision de l'entreprise, qu'on disait, voilà, c'est sûr que si on développe Tesla, ou si on va dans l'espace, ou si on rend les femmes plus belles avec L'Oréal, je dis n'importe quoi, on peut se dire qu'on a un grand truc, et puis il y en a qui s'en foutent complètement, parce que c'est pas forcément la priorité. L'entreprise peut avoir une grande vision, mais au-delà de l'entreprise qui peut avoir une vision, c'est donner du sens à chacun, le mettre dans la vision d'entreprise et de se dire qu'on va réussir. Parce que aujourd'hui, on est souvent on se met dans des attitudes, on reçoit des objectifs dans l'entreprise. Moi, je suis assez d'accord avec Hugues, les objectifs, vous allez en recevoir. Bon, il y a ceux qui sont complètement collés sur leurs objectifs, ça n'a aucun sens. Faites le maximum. Ça, c'est facile, peut-être c'est plus facile à mettre en place dans une structure plus petite, mais par exemple, vous parliez de la nécessité de mettre en place un environnement où le salarié se sentirait à l'aise. Comment on fait dans une grande structure où les résultats sont primordiaux, où la performance prime? Comment on fait? Moi, ce que je veux vous dire, mais c'est difficile, c'est que c'est possible partout. Sauf si vous... C'est possible partout si vous mettez en parenthèse votre ambition personnelle de monter dans cette entreprise. Mais si vous vous dites, mon ambition, c'est de faire des choses qui me plaisent, je vais faire que des choses qui me plaisent, et si ça ne me plaît pas, je ne resterai pas. D'abord, ça éduquera les grandes entreprises qui verront plein de gens partir. C'est difficile parce que le carriérisme à la française, c'est quand même une tradition quasiment. Mais c'est pas qu'à la française, les Américains sont pareils. Pas possible aussi partout dans le monde. Même, à mon avis, c'est partout. L'homme, il m'aime partout. Il a des spécificités culturelles. C'est possible partout. Et nous, ce qu'on aimerait, alors c'est vrai que alors là, par contre, c'est autant on a dit que notre livre, on l'avait écrit pour se faire plaisir, pour échanger, pour rencontrer des gens et pour dire à tout le monde, vous n'êtes pas tout seul. Nous, ce qui nous a beaucoup surpris, le livre, on est très content parce qu'en fait, il a du succès. Et pourquoi il a du succès? Pas parce qu'il donne des recettes, parce que finalement, il n'en donne pas beaucoup des recettes. Mais parce que les gens qui le lisent, moi je reçois des messages, nous recevons, les 3 co-auteurs, des messages sur LinkedIn, de gens qui ne nous connaissent pas du tout et qui nous remercient. On a lu votre livre, on se sent plus tout seul. Ah, enfin, c'est possible, moi j'y croyais, j'ai essayé. Bon, je me suis retrouvée un peu dans mon coin, mais je suis content, je suis plus tout seul, ça m'a fait du bien. Rien que de se dire que c'est possible, si tout le monde le fait, alors tous les créateurs d'entreprises le font, donc il y a déjà ça, mais malheureusement, le nombre d'emplois dans les startups, pour l'instant, il est plus faible que le nombre d'emplois dans les grandes entreprises. Mais moi, je suis aussi convaincue que, je suis convaincue, comme Alexandre, que les entreprises qui ne comprendront pas qu'il faut qu'elles changent leur façon d'être, et le principal chose, alors bien sûr, ils n'auront pas que des happy managers, mais petit à petit, ils en auront. Si déjà, ils avaient des managers qui font passer l'intérêt qu'ils portent aux gens autour d'eux avant leur intérêt personnel et le reporting chiffré, s'ils enlevaient les chiffres et qu'ils regardaient les hommes, déjà, s'ils faisaient tous ça, leur performance monterait, ça j'en suis certaine, mais ceux qui n'auront pas compris ça et qui ne changeront pas, mourront. Pour vous, le manager idéal, il a mis un peu de côté les chiffres. peut-être 50 ans, mais ils mourront. Le manager idéal, il aura mis un peu de côté les chiffres alors? Il en met quelques-uns, mais il met juste ce qu'il faut. Très bien. Et Alexandre Glass, vous partagez cette idée? Est-ce qu'on doit enlever les chiffres? Du moins une partie. Il faut, oui, ça peut pas être que les chiffres. Après, c'est évident qu'on a tous des KPI à respecter, mais ça ne peut pas, évidemment. Il faut que les choses se fassent différemment. Mais après, est-ce que les entreprises aujourd'hui sont capables? Je suis peut-être moins optimiste que les auteurs du livre, parce que effectivement, les problèmes sont peut-être plus profonds que simplement en termes de management. C'est-à-dire que c'est évidemment le happy management alors on utilisera peut-être un autre mot, sont évidemment c'est très très important, mais est-ce que ça suffira à ces entreprises-là justement pour avoir des managers en interne suffisamment enthousiastes sur des moyens termes, et puis de continuer à innover et à être force justement de proposition et d'innovation? Ça, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de moins en moins le cas, parce qu'effectivement, les startups, nous embauchons de
beaucoup moins que les grands groupes, parce que nous sommes, comme le nom l'indique, des startups, et puis aussi qu'avec l'automatisation, la robotisation, on a besoin naturellement de moins de personnes, ça c'est un autre sujet, et pour autant, nous créons aujourd'hui beaucoup d'innovations. Et d'innovation à une échelle. Alors après, on fait de la co-innovation avec les grands groupes parce que nous sommes petits, nous avons moins de puissance, ce genre de choses. Mais bon, je suis pas sûr que ça suffise à remettre les grands groupes qui sont aujourd'hui en difficulté sur la voie du succès. Oui, alors juste, nous, c'est pas que ça, le happy management. Derrière, il y a toute une démarche et on ne supprime pas les chiffres, on ne supprime pas les objectifs. Non. On ne garde que ceux qui ont du sens. Et vous allez avoir si vous rentrez dans des grands groupes, vous allez avoir des reporting avec des tas d'indicateurs dans tous les sens qui n'ont aucun sens business, qui ne servent à rien, qui vont occuper les contrôleurs de gestion une semaine par mois à remplir tous les tableaux, à les recopier. Et puis en plus, si vous avez un patron qui va vouloir le reporting d'une certaine façon, l'autre qui va le vouloir d'une autre façon. Donc c'est un temps fou pour des choses qui n'ont pas de valeur. Et c'est ça le lean aussi, on crée de la valeur, on crée du sens. Et donc effectivement, mais les objectifs, c'est pas forcément des objectifs individuels. L'idée, c'est de penser collectif, de penser que c'est l'homme qui va créer la valeur et de tout construire. Mais déjà de départ, de dire qu'est-ce qu'on veut faire. Ça commence par ça. Ça, c'est un vrai débat. Par exemple, actuellement, il y a un gros débat sur la loi, les réformes sur la loi El Khomri. Mais justement, au-delà de l'aspect contractuel et des différentes opinions, ce ne serait pas justement l'opportunité de repenser notre vision du monde du travail? Parce que quand un salarié va au travail, il n'y a pas forcément cette vision collective, il n'y a pas l'idée quand je vais construire une voiture que je vais participer, quand je vais mettre une pièce à la construction globale de PSA par exemple, c'est pas justement l'opportunité, ce débat, pour essayer de changer la vision du monde du travail? Pour répondre, je vais dire un petit peu en arrière sur effectivement... finalement, quel est l'objectif de l'être humain quand il va bosser? C'est quand même d'essayer d'être bien, heureux et constructif. Alors ça, c'est effectivement, on a foi ou pas foi dans l'humanisme. Mais l'humanisme, c'est de penser quand même que les gens vont quelque part se surpasser comme ils le font chez eux, comme ils le font en famille, comme ils le font... Donc cette idée d'essayer de faire bien, c'est-à-dire de ne pas être écrasé par la structure, je pense que c'est quelque chose propre à l'être humain. Enfin, j'espère. Mais ces revendications sont assez récentes. Ces revendications sont assez récentes. Avant, on se préoccupait. Non, mais elles sont inhérentes à l'être humain. Avant, les gens, évidemment, les personnes qui travaillaient 18 heures 18 heures par jour dans les mines, c'est sûr qu'ils avaient leurs revendications. C'est sûr que le sens du travail n'en avait certainement pas du tout. Mais aujourd'hui, je pense, non mais de façon inhérente à l'être humain, c'est quand même d'essayer de faire les choses bien, de se surpasser. Et je vais quand même vous donner, pour être quand même très optimiste, je vais quand même vous donner un exemple qui est cité dans le bouquin d'une entreprise qui était dans le nord de la France, où le directeur a eu comme... alors lui, il était alors tout à fait happy jusqu'au bout des oreilles. Ce qu'il a fait quand il a pris l'entreprise, c'est qu'il a enlevé la hiérarchie. Quelle entreprise? Juste entreprise Favi. Okay. Entreprise Favi. Eh ben, il a enlevé la hiérarchie, il a enlevé le contrôle de gestion un peu structurant, et il a fait confiance à l'homme. Bon, et il a fait confiance à l'homme dans tous ses aspects. Hein. Quand je dis qu'il n'y a pas de hiérarchie, il y a lui, bon, le directeur qu'on appelle Dieu le Père, mais bon, bref. Et puis il y a les opérateurs qui sont structurés en équipe autonome. Voilà. Et à part ça, alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu théorique et tout. Pas du tout. C'est une boîte qui marche parfaitement bien, qui est fournisseur de l'entreprise automobile allemande. Et ça marche vachement bien. Tout est basé sur, justement, cette idée que l'homme peut avoir des valeurs dès lors que vous définissez à l'intérieur de votre boîte une structure qui donne, justement, un sens à la valeur que les hommes peuvent mettre dans le travail et dans leurs relations. Oui. Et ça peut marcher. La preuve, c'est que ça marche. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'inviter un jour le directeur. Il était déjà venu? Bon, très bien. Monsieur Zobrist, est-ce que vous avez déjà invité Monsieur Zobrist à venir parler? Il a déjà fait des conférences sur Favi. Qui est gratuit sur le net, qui s'appelle l'histoire d'une entreprise, où l'histoire d'un patron le petit patron paresseux. Voilà.
Et voilà, et c'est vrai, donc ça peut marcher. Bon, dans des conditions peut-être un peu particulières, et effectivement la personnalité écrasante, dans une certaine mesure, du chef d'entreprise y est pour quelque chose. Mais quand même, ça peut marcher. Alors, il a fixé 2 limites à tout ça. 2. Vous faites ce que vous voulez. Du moment que vous respectez 2 limites. Et les seules personnes qu'il a virées dans son entreprise, c'est celles qui n'ont pas respecté ces limites d'une façon ou d'une autre. Essayez de trouver les 2 limites. Et elle marche super bien, l'entreprise. Il a donné 2 règles. Vous êtes libre, et là c'est une vraie entreprise libérée, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous respectez 2 règles, mais... C'est pas la ponctualité? Non. Il y a pas une règle comme ça? Rien à voir. Ça va être difficile alors. Non, parce que ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Il a défini le sens qu'il voulait donner à l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on travaille. Donc il a défini la mission. Donc en gros, je ne sais pas comment il l'avait formulé. Donc tout ce que vous faites doit servir cette mission. Et je crois que même le sens, mais je ne sais pas si c'est celle-ci qu'il avait donnée, c'est rester, en fait, ils sont dans un tout petit village de l'Aisne, à Alencourt. Et on leur a dit, ben non, il faut déménager, il faut vous rapprocher de vos fournisseurs. Et donc ils ont tout fait ils aimaient tellement leur entreprise pour rester là. Et donc je crois que le but, leur truc, c'est une fonderie, donc c'est vrai que c'est leur truc, c'est nous, on veut rester, travailler ensemble et créer de la valeur à Alencourt. Donc c'est peut-être, voilà, donc en gros, on va dire, contribuer à la valeur de l'entreprise. Tout ce que vous faites ce que vous voulez, vous le faites comme vous voulez, mais vous contribuez à la valeur de l'entreprise, vous ne détruisez pas de valeur, première règle. Et deuxième règle... Échanger entre vous. C'est pas ça, mais ça rejoint. Vous vous respectez. C'est le respect de chacun. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'allez pas empiéter pour empêcher l'autre de faire ce qu'il veut. C'est très fort. Vous êtes libre, ce que vous voulez. Du moment que vous n'allez pas, effectivement, c'est la liberté de chacun, ça s'arrête là où commence celle de l'autre. Mais vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas là pour jouer au tennis toute la journée. Vous êtes là pour que l'entreprise, elle marche. Et est-ce que ces nouvelles formes de travail ne sont pas aussi liées, dans l'air du temps, à l'arrivée sur le marché du travail de celle qu'on appelle la génération Y, qui met plus en avant, qui affiche plus que ses aînés leurs attentes vis-à-vis du travail, qui sont des attentes justement liées au bien-être souvent, et au fait qu'elle veut être épanouie dans son travail, et met en avant cette quête de sens, ce besoin de sens qui existait très sûrement avant, mais qui était peut-être moins exprimé. Je dirais que oui et non. D'abord, on n'est même plus à l'Y, on est au Z. Ouais. Vraiment, ils ne sont pas encore en âge de travailler. Là. Mais quand on discute, et c'est surtout les interviews qu'on a fait, ces attentes, c'est tout le monde. Parce que c'est la société qui a changé. Donc même les gens de 70 ans, ils vivent dans cette nouvelle société. Donc c'est tout le monde qui attend ça. Mais il l'exprimait moins avant aussi. Il ne l'exprimait pas. Et pour en revenir à la loi El Khomri, moi je vais vous répondre quelque chose. Nous je ne rentre pas dans le débat de la loi. Non, pas dans l'aspect. Je trouve absolument choquant de voir les jeunes dans la rue quand on veut changer le moindre petit truc. Ils font aucune proposition, ils disent on est contre cette loi. Ils n'ont même pas mis le pied dans l'entreprise. Quelles que soient les propositions de la loi, ils refusent. Enfin, c'est pas normal. Enfin, vis-à-vis de gens, et pourtant on n'est pas très vieux, je trouve ça profondément choquant. Vous dites qu'il faut changer le code du travail, qui est effectivement sûrement pas le plus propice en France à faire bouger les choses. On veut faire un tout petit machin. Ah non, mais moi je manifeste parce qu'au cas où je serais licenciée, j'ai même pas été embauchée, je vais toucher moins d'argent. C'est quand même particulièrement choquant. Donc, moi je les comprends pas, ces manifestations. Vous avez raison, c'est dommage d'entrer dans cette logique conflictuelle alors qu'on pourrait proposer. Alors qu'il faudrait changer, mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans la loi El Khomri. Moi j'ai travaillé en Suisse. En Suisse, il n'y a pas de chômage. Pourquoi ? Parce que le code du travail fait que vous êtes embauché du jour au lendemain, vous êtes licencié du jour au lendemain, l'entreprise n'a rien à justifier. Alors il y a un préavis, hein. Elle justifie rien, elle paye rien. C'est un petit peu violent quand même. Non, c'est pas violent. L'entreprise a besoin de vous, elle vous embauche, elle a plus besoin de vous, et c'est un peu le job maker, elle a besoin de compétences, elle embauche là. Demain, vos compétences, vous allez les mettre en valeur, mais elle ne va pas dire du mal de vous, elle va vous donner toutes les lettres de recommandation. Attention, quand même. Non, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Non, mais vous vendez des compétences et vous les vendez à un moment où on a besoin de vous. Donc il y a une adéquation où je me vends, je crée mon profil et je trouve ce qui est le plus adapté à ce que mes attentes et aux attentes de l'entreprise. Il y a quand même un espèce de mariage qu'on cherche, mais pas forcé. C'est trouver un mariage et le trouver de manière originale via le recrutement relationnel, parce que c'est ça qui fonctionne, la cooptation, et avoir les outils en main pour pouvoir le faire. Néanmoins, en ce qui concerne la loi du travail, la loi sur le travail, je nuancerai un petit peu peut-être. Le problème,
quelle que soit la loi en tant que telle, le problème, c'est que on nous dit que ça va régler le problème du chômage. Et que là, ça paraît pas du tout sérieux d'imaginer qu'une loi en tant que telle règle les problèmes du travail. Donc c'est surtout ça le souci. Après, la loi en tant que telle, c'est-à-dire qu'on vous dit, bah ok, à partir de maintenant, parce que cette loi va arriver sur le marché, qui est plus propice, d'ailleurs surtout pour les grands groupes, donc cette loi, plus propice aux grands groupes, va permettre de créer des emplois. Bon, d'accord. Simplement, est-ce que c'est le cas? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, ça apparaît, puisqu'il y a eu énormément de lois, et puis c'est pas la première fois qu'on nous explique une fois de plus qu'on va régler le problème du chômage. Enfin bon, il y a des initiatives aux États-Unis, une qui s'appelle I4J notamment, qui s'appelle Disrupting Unemployment, parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on va régler le problème du chômage. Je suis désolé, en fait, non, ça n'est pas possible de régler le problème du chômage. Il y aura dans tous les cas de plus en plus d'emplois détruits. C'est pas moi qui le dis. Et on prévoit en 2030 qu'il y a environ 45% des emplois actuels qui pourraient être robotisés ou automatisés. Donc la question n'est pas de savoir fondamentalement si on va réussir à régler le problème du chômage. Et c'est là où effectivement cette loi apparaît un peu comme un truc on ne comprend pas trop, quoi. C'est un peu un ovni. Mais parce que en quoi une loi réglerait le problème du chômage? C'est aux entreprises aussi peut-être de le faire, avec des lois aussi évidemment qui leur permettent de le faire, mais c'est aussi peut-être changer un petit peu de thématique et arrêter que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques continuent à baser toute leur discours sur le problème de l'emploi, parce que en fait ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas le régler. La solution doit venir du monde de l'entreprise, en fait. Non, pas forcément. La solution vient peut-être d'autres formes de travail, d'autres formes de structure et d'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire que travailler? La valeur travail, c'est une valeur qui est centrale, mais pas depuis si longtemps que ça. Il y a eu d'autres valeurs avant. La valeur travail est devenue une valeur centrale, mais aujourd'hui et dans les prochaines années, ou dans tous les cas, tout ce qui est task-centered, et notamment dans l'industrie, il y en a beaucoup, ça va de moins en moins exister au profit, et je vous rejoins, de ce qu'on avait appelé de human-centered. C'est une initiative du fondateur d'Internet, donc c'est un monsieur qui je pense est assez sérieux, et qui justement réfléchit aux nouvelles formes de travail, mais dans son ensemble, pas le fait d'aller travailler dans une entreprise. Le travail, c'est bien plus complexe que ça. Bien plus intéressant en plus, des fois. Et donc, juste pour finir, ça c'est intéressant. Et Job Maker peut aider. Parce que Job Maker, c'est quoi? C'est aussi essayer de résoudre des problèmes aujourd'hui, mais en pensant à demain. Pas juste en disant les entreprises aujourd'hui, elles sont en difficulté, elles n'arrivent pas à recruter, ou machin, ou les gens à l'intérieur de l'entreprise ont des difficultés, ils ne sont pas motivés. Oui, ça c'est très bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on peut aider les hommes et les entreprises à se préparer et pas à subir les évolutions qui sont inéluctables en tout cas. Oui, je reprends encore les idées sur les jeunes qui vont rentrer sur le monde du travail. Alors c'est vrai que les potentialités n'ont jamais été aussi énormes qu'aujourd'hui. L'entreprise 4.0, l'entreprise digitale et tout. Et ça va remettre l'information qui devient absolument affolante, qui est de partout, etc. C'est vrai que ça va remettre en cause je pense que ça va remettre en cause beaucoup de choses de l'entreprise de demain, sur la gouvernance, sur le temps, sur la hiérarchie, plein de choses. Et il y aura des potentialités. C'est peut-être un bon moment où, effectivement, quand les jeunes diplômés rentrent, c'est parfait. Mais il faut aussi penser, et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant, il faut quand même penser aussi à cette espèce de dichotomie qu'il y a entre le technique et l'intello en France, où effectivement cette espèce ces deux mondes, où dès lors que vous passez un CAP, vous êtes foutu, et encore un CAP c'est bien parce que tout le monde ne l'a pas, et c'est vrai quand vous rentrez dans le monde de l'industrie, vous voyez des travaux, mais c'est un travail de con. Des gens, visitez des entreprises et vous en sortez déprimés si vous avez un peu d'humanisme. Alors, les choses ont évolué, c'est vrai, depuis 40, 50, 60 ans.
le côté, effectivement, cette espèce de grosse machine qui sert à sortir des pièces de l'industrie. C'est vrai que ça a évolué, mais quand même encore aujourd'hui, et ça nous ramène quand même au happy management. Il faut beaucoup d'imagination dans la tête pour faire en sorte que quelqu'un derrière son laminoir va devenir heureux à la fin de son poste de travail. Et ça, c'est quand même le rôle des élites et des futurs directeurs pour essayer. On a souvent parlé du mot sens, et là, je crois qu'il y a quand même un déficit. C'est-à-dire, il y a cette coupure entre ceux qui bossent manuellement et les autres, et on n'a jamais réussi quand même à. On commence, je veux dire, ça a bien sûr évolué, mais il y a quand même cette espèce de séparation qui est quand même très, très, très présente dans les entreprises. Vous le verrez à votre première visite d'une entreprise industrielle. Clairement, très bien. Alors vous avez parlé de dichotomie, vous avez parlé d'éléments qui dépriment, donc on va passer au Fast and Curious, c'est aussi une dichotomie mais un peu moins déprimante. Donc on va vous proposer 2 mots et à chaque fois vous devrez choisir entre un de ces 2 mots. Si ça fonctionne. Voilà. Alors open space ou open bar? Je dirais open bar. Légitime. Sans hésiter. Et vous, Alexandre? Pareil, oui, open bar. Évidemment. En plus, dans les entreprises, ça marche vachement bien. Alors, Henry Moi, j'ai Ford... toujours des bars dans mes entreprises. Dans tous mes il faut. Alors, Henry Ford qui n'avait pas de bar dans son entreprise ou Mark Zuckerberg? Ah, ça, c'est plus difficile. Alors là, vous me posez une question. Vraiment, on est dans de. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien Henry Ford. C'est un type absolument prodigieux. Absolument prodigieux. C'est quelqu'un qui a tout vu. Il a vu le lean au début du siècle. Il a tout vu. Il a vu l'évolution industrielle. C'est un type absolument remarquable. Alors c'est un autre génie que Marc, mais c'est vrai que là j'aurais du mal. C'est 2 mondes différents. J'aurais du mal. Bon, moi je vais dire Henry Ford. Mais parce que moi je suis beaucoup plus terre à terre, pragmatique, j'aime bien toucher les choses et même si je suis une grande utilisatrice et je trouve que les nouvelles technologies permettent des tas de choses qui n'étaient pas possibles avant, moi je travaille chez Lafarge, chez les cailloux, dans les cailloux, donc moi c'est plutôt Henry Ford. Je suis obligé de dire Zuckerberg. Forcément. Non, il y a quelques années, je vous aurais dit Henry Ford. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Facebook est bien plus grand qu'un réseau social. C'est peut-être d'ici peu le premier telco mondial, le premier média mondial, avec en plus de ça la réalité virtuelle et le rachat d'Oculus. Ça me semble aujourd'hui être une personne qui va compter, et je crois qu'on n'en est qu'au début de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, notamment avec Facebook Live, qui là vient d'être disponible ces jours-ci. Et donc, bon. Qu'est-ce que c'est ? Facebook Live, c'est Periscope. Vous voyez ce que c'est Periscope ? C'est ce qui, alors, c'est filmé en direct et en live, sans aucun contrôle. Ce qui est un peu dangereux parfois. Oh là, attention, le statu quo. Il faut faire attention. Et justement, c'est sans aucun contrôle. Et l'objectif, c'est que l'information, on le sait, elle est contrôlée, elle est monitorée, et des fois c'est effectivement pour des bonnes raisons. Mais l'objectif, c'est justement d'avoir des outils qui permettent plus peut-être de démocratie, qui permettent peut-être plus aussi de laisser la parole aux autres, de communiquer de manière différente. Et ça, ce que Facebook est en train de faire, puisqu'ils sont en train de devenir telco dans beaucoup de pays, avec WhatsApp, avec Facebook et avec Oculus, et puis avec tout ce qu'ils ont aussi à côté. À mon avis, voilà, c'est Mark Zuckerberg. Alors, effectivement, attention aussi, parce que ça peut aussi être dangereux, donc il faudra faire attention à tout ça. Mais Zuckerberg. Alors... Carotte ou bâton ? Nous, on a fait tout le livre sur carotte. Nous, il n'y a pas de bâton. Donc, on ne peut pas dire le relier. contraire. Nous, tout notre livre, c'est le carotte. Donc... Ouais, pareil. Même si j'aime pas les carottes. Vous êtes plutôt Gattaz ou Macron ? Vous pouvez dire les deux.
Il y a une différence? Bonne réponse. Pointeuse ou baby-foot? Clairement, baby-foot. Hein. Ouais. Pareil. On peut mettre une pointeuse au baby-foot. Blablacar ou Airbnb? Nous, c'est les deux. C'est voisin. Oui, non, on voit pas bien. Qu'est-ce que vous, pour vous, c'est quoi C'est quoi la Non, différence? c'est votre Ouais. avis. Hein. Ah, et Blablacar, ils sont français quand même. Bon, allez, Blablacar alors. La France. Quand même. Tout ce qui est mutualisation, c'est bien. Costard, costume cravate ou jean t-shirt? Je suis mal placé pour vous répondre. Bah, ça dépend des jours, mais je trouve costume cravate, ça a de la classe. C'est vrai. Faut pas qu'on perde tout quand même, hein. Mince alors, mince. Non, mais ça C'était dépend plus des simple. jours. J'ai mis des costumes cravates, hein, mais Dans c'était une plus autre simple. vie. Ouais, c'était plus simple. Au moins. Jean t-shirt, je me suis habitué aussi. C'est bien aussi. Vous Game- êtes plutôt Friends ou Game of Thrones? Bon, alors moi, aucun des deux. Honnête. Friends. Ouais, c'est ma génération. Ouais. En fait. Ou plutôt. Libéré ou délivré? Bon, on attend une réponse quand même, hein, pour la forme. On peut chanter. Ouais, c'est fini, on va l'avoir dans la tête toute la soirée. Bien, hein. ça. David ou Goliath? C'est pas mal, David. Bon, allez, David. David, il gagne. Hein. À voter. Ouais. Oui, David, il gagne. Vous êtes plutôt Rimbaud ou Rambo? Oh, Rimbaud. Rimbaud. Ah, j'aime bien No Pain, No Gain. Mais ça, c'était pas dans Rambo. C'est un peu le même esprit. Mais en même temps, Rambo, c'est bien aussi. C'est vrai. C'est vrai. Oublie la. Et Il c'est faut français de aussi. tout pour faire. I watch you Rolex. Ni l'une ni deux. J'ai pas de montre. Pas de montre. Bon, bah toi, t'es obligé de répondre. Hein. Bon, ça sera Rolex pour nous, mais bon, on peut pas être parfait. Vous êtes- Pac-Man ou GTA? Je sais même pas ce que c'est GTA. C'est un jeu vidéo un peu un plus récent que Pac-Man. Bon, bah moi, c'est Pac-Man. GTA en VR, c'est vachement bien. C'est vrai. Mike Tyson ou Tiger Woods? Bon, Mike Tyson. Tiger. Pourquoi? Vous aviez l'air convaincu. Ouais, je- Ouais, parce que Grand champion. ouais, Mike Tyson aussi. Aussi. Mais en même temps, Mike Tyson n'a pas gagné tant de combats que ça, en fait. C'est C'est plus une. C'est vrai. C'est plus. Il a plus joué sur son physique et C'est sa un notoriété. communicant, en C'est fait. un grand communicant. Tiger Woods est peut-être beaucoup moins Voilà. communicant. On l'a déjà vu quand il avait des crises Oui, des petits problèmes. conjugales. Mais pour le coup, c'est peut-être plus un grand champion sportif. C'est vrai. Voilà, donc maintenant on va passer aux questions du public. Je suis sûre que vous en avez. Voilà. Ne vous battez pas, hein, vraiment. N'hésitez pas. Hein. Vas-y. En fait, j'ai une question, mais je suis désolé, en fait, ça n'a rien à voir avec le happy management. Elle s'adresse à Alexandre Grasse, pardon. Glace, ouais. Oula. En fait, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, vous conseillez quoi à faire comme stage pour apprendre ce métier? On retourne dans le classique. Est-ce que on embauche? Ouais, on embauche. Non mais oui, il y a une fille de l'ESCP qui s'appelle Rebecca qui était ici sur les bancs il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on a embauché chez The Assets qui est une entreprise que j'ai fondée dans la FinTech. Donc c'est moins marrant que Jobmaker. Mais on a aussi cofondé France FinTech et qui était directrice de la com et qui a gagné directrice de la com de l'année 2016 devant la directrice de la com d'AXA ou ce genre de choses. Preuve en est qu'on est capable des fois d'avoir des communicants et de les former. Et elle est très jeune, elle a 26-27 ans et elle a réussi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'entrepreneuriat en tant que tel,
Si c'est entrepreneur, il ne faut pas se poser la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question à se poser. Je ne sais plus qui me disait ça, mais que si quelqu'un se pose la question de savoir s'il est entrepreneur, c'est peut-être qu'il ne l'est pas. Mais il y a alors des compétences techniques à avoir. Bah, ça dépend. Personnellement, par exemple, j'ai pas fait de grande école. J'étais pas très bon à l'école. Et puis j'étais musicien. Donc voilà, j'ai fait le conservatoire. Bon, ça n'a pas rien à voir. Mais à 18 ans, je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat un peu par hasard parce que voilà, c'était comme ça. Je me suis pas posé la question, les choses se sont faites et après j'ai enchaîné des expériences entrepreneuriales jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas. Vous avez la chance de faire une grande école, c'est bien parce que c'est évidemment des bases incroyables que j'ai pas eues pour le coup. Donc utilisez-les au mieux. Mais il n'y a pas de modèle. On a monté The une fois de plus, qui est une entreprise de la fintech, avec un ancien journaliste d'OVNI, qui était le premier magazine pure player français, soutien de Wikileaks. Moi qui n'étais pas de la finance, alors après on a été rejoint par des gens de la finance, mais en soi, il n'y a pas forcément de lien. Jobmaker, c'est fondé avec Julie Coudry, qui est une spécialiste des RH, donc c'est un peu différent. Mais je pense que si vous avez un sujet, une envie, aujourd'hui une entreprise, une fois de plus, il faut que vous ayez envie de changer quelque chose. Vous voyez ce qu'on appelle le customer pain et vous voulez essayer de le résoudre. Bah voilà, c'est tout. Et après, vous trouverez les équipes qui vont avec. Il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Merci. On a une autre question ici. Bien, bonjour. Dites-moi, enfin, ma question se pose surtout par rapport aux grandes structures, aux grands groupes. Comment est-ce qu'on arrive à vraiment faire du happy management dans un grand groupe? Est-ce que ça passe simplement par ce que vous avez dit, enfin, par le processus de contagion, ou alors il y a vraiment, concrètement, vous avez dans votre expérience pris des initiatives, pris des décisions qui ont permis d'aller contre les choses, quoi. Alors moi, j'ai fait du happy management dans tous les postes où j'étais. Mais la conclusion, c'est que je ne suis plus dans les grands groupes. Non, c'est vrai que c'est très compliqué parce que ce qui marcherait, l'idéal, ce serait que c'est beaucoup plus facile quand ça vient du top. Donc l'idéal, c'est que ça parte du PDG. Et c'est pour ça que c'est plus facile dans les petites structures que dans les grandes, c'est que le PDG, il est moins loin de tout le monde. Et le PDG, il connaît tout le monde. Donc effectivement, donc moi j'étais dans les grands groupes, dans les filiales que j'ai dirigées, donc en tant que PDG de filiale, donc en fait c'est des PDG de PME, mais c'est des PME de 1000 personnes, donc c'est quand même des grosses PME. Là, moi je le fais, et alors au début, même quand vous arrivez et que vous essayez de changer un management alors qu'il y a le manager, on vous attend, sérieux, en costume, faisant bien son reporting, tout très bien, disant aux gens ce qu'ils devaient faire. J'ai eu 2 expériences. Moi, je suis arrivée dans le béton, j'y connaissais rien, donc on me parachute patronne d'une business unit. Et quand les premières choses que je disais, je dis, écoutez, moi j'ai envie de faire des choses avec vous. Moi, je sais pas, donc c'est très bien. Et ça, c'est une vision très chinoise, mais j'ai appris ça après. Le patron, il sait le rôle du chef. Et je l'ai encore plus. Alors c'est encore pire, c'est quand je suis arrivée chez PSA, parce que chez PSA, alors là, en revanche, c'est très très compliqué de faire du happy management. En plus, pendant des années, ils avaient vu que vous venez directeur d'usine chez PSA, moi je dois être la seule à être arrivée par l'extérieur, parce que vous savez, donc vous êtes l'ingénieur qui a construit, qui a pris tous les postes, vous savez construire la maison. Moi je suis arrivée, je connaissais rien à l'automobile, et je leur ai dit, le chef il n'est pas là pour faire. Un chef qui fait, alors sauf au début bien sûr, mais un chef qui fait, c'est qu'il n'a pas compris, parce que si c'est pas à lui de faire. Lui, il est là pour faire en sorte que rien ne soit pas fait. Et il est là un petit peu en espèce de capitaine d'équipe. Il est là à l'écoute. Donc quand vous arrivez, mais il faut être assez sûr de soi. Et il faut être très constant et être convaincu que ça va marcher. Et donc vous fixez des objectifs, à la limite presque même, moi j'ai toujours fixé des objectifs plus hauts que ceux qu'on m'a donnés. Parce que je suis toujours convaincue que, pareil, si je reprends la comparaison avec l'éducation des enfants, si vous dites à votre fils ou votre fille, mon vise 15 c'est pas mal, il aura jamais plus de 15. Demandez de lui faisait 20. Là, vous avez une chance qu'il ait 18. Donc là, c'est exactement pareil. C'est le même mécanisme. Mais surtout, donc, il faut être à l'écoute. Il
faut être prêt à aller aider s'il y a un problème, faut être prêt à aller sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup d'écoute, et il faut donner confiance aux gens pour qu'ils donnent le maximum, pour qu'ils donnent beaucoup plus que ce qu'ils auraient donné si on leur dit ce qu'il y a à faire. Si vous dites ce qu'il y a à faire, vous obtiendrez, si vous êtes déjà un bon manager, ce que vous avez demandé. Si vous ne demandez pas, mais vous dites c'est là où on veut aller, collectivement, voilà le but. Moi, j'avais, en plus, cette première réunion commerciale, c'était au moment de la sortie d'Amel Bent, Viser la Lune. Ils m'ont prise pour une folle, mais bon, c'est pas grave. En plus, j'étais une femme. Déjà, je leur ai dit nettoyez vos centrales, mettez des fleurs, là, tout bêtement pour leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils aiment leur outil de production. Après, un an après, ils m'ont dit ah oui, on a compris, c'est bien mieux. Les centrales à béton, c'est même pas le ciment, hein, c'est ce que vous voyez au bord de la Seine, c'est sale tout le temps, mais ça peut être propre. J'ai dit mais déjà, ils m'ont dit ouais, c'est une femme. Et ils n'ont pas compris quand je leur ai dit de nettoyer, que quand ils arriveraient dans leur usine, même des hommes, hein, même les hommes, ils préfèrent arriver dans une usine propre que dans une usine sale. C'est tout bête. Hein. Et c'était des changements d'attitude. Et donc, dans cette réunion commerciale, je leur ai dit, voilà, mais je sentais bien. Et puis, en plus, je leur ai fait chanter, j'avais changé un peu les paroles, mais il y avait quand même Viser la Lune, on va y aller tous ensemble. Je dis, mais elle est complètement folle. Mais, à la fin de l'année, les objectifs soi-disant inatteignables, la Lune, on les a éteints. Et du coup, une fois que vous faites ça, il faut faire vos preuves une fois. Vous recontinuez. Alors, ils vous prennent un peu pour une folle, mais ils sont contents parce qu'ils peuvent être fous. Et plus on est de fous, plus on rit, mais plus on est efficace. Mais effectivement, le seul risque, la difficulté, c'est de passer le cap où les équipes qui vous regardent un peu bizarrement, qui disent est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas. Mais il y a des gens qui sont partis. Hein. Moi, il y a une personne dans la direction des RH, je m'entendais très très bien avec ma RH, donc on riait beaucoup. Le rire est très important. Riez tous les jours. Non, mais c'est sérieux. Moi, on me l'a reproché, mais les résultats étaient là. Donc, il y a des gens qui sont partis en disant je peux pas rester dans une entreprise, ça rit trop, c'est pas sérieux. Partez, hein, ça vous plaît pas. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des convictions, être persuadé que c'est la bonne voie, parce que vous allez vous heurter dans les grands groupes, notamment à des modèles de management, des modèles. Moi, j'ai été convoquée un jour par mon chef en disant alors deux choses, deux experts qui vont vous donner un peu qui vous montrent qu'il faut quand même être solide pour faire ça. Et se heurter effectivement à des modèles préconçus. Première fois, il m'a convoqué pour me dire que je souriais trop, que mon management était trop maternel et que ça faisait pas sérieux. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit mais ça veut dire quoi? Alors c'était un autodidacte, j'étais tout le contraire de lui, donc je l'agaçais. Et puis en plus dans les grands groupes, il faut savoir que c'est souvent le N+2 qui vous nomme. Parce que sinon, le N+1, il est avec ses copains et du coup, il met que des gens. Il donne jamais la possibilité de vous développer quand vous prenez. Il faut toujours une première fois, donc il faut que quelqu'un vous donne votre chance. Le management ne s'apprend pas. Donc, quand on vous donne la première business unit qu'on vous donne, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le risque de vous dire on va voir si Gaëlle, elle sait faire. Donc, il me dit ça. Alors, je lui ai répondu mais attendez, ça veut dire quoi? Vous croyez que la mère. Qu'est-ce que c'est? Quel est le problème de la mère? Ah, bah oui, parce que la mère, elle est là quand ça va bien. Je dis mais vous riez? Vous plaisantez, la mère elle est tout le temps là. Et je dis, imaginez, c'est ça que je lui ai dit, oui. Imaginez une entreprise où le manager, où tous les managers se comporteraient avec leurs équipes comme un père ou une mère. Mais le père, alors un jour vous aurez peut-être des enfants, et vous verrez que, si vous êtes des parents entre guillemets normaux, vous serez très fiers de voir vos enfants aller le plus loin possible. Même dans la musique, c'est pas une question d'études ou de quoi que ce soit. Vous les poussez dans ce que moi j'ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites bien. Et je vais vous donner les moyens les plus importants pour vos enfants. Il y a plein de parents qui vivent même, alors ça c'est déjà un peu moins gay, qui vivent à travers leurs enfants parce qu'ils poussent leurs enfants à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ils sont super fiers, donc ils les poussent super loin. Vous imaginez si tous les managers aimaient tellement leurs équipes qu'ils cherchent à les pousser le plus loin possible, ce serait l'entreprise la plus efficace qui existe. Ah oui, bon alors il a commencé à réfléchir un peu, bon. Et puis, les résultats sont arrivés, et il m'a convoqué, alors ça l'agaçait profondément, parce que je ne faisais pas du tout son mode à lui. À la fin de l'année, il me convoque, et il me dit, mais Gaëlle, bon, ok, il y a des bons résultats dans la business unit, mais croyez quand même pas que ce sont les vôtres. Je dis, ah bon? Alors, c'est ceux de qui? C'est ceux de votre équipe. Ah, je veux dire, vous venez de me faire le plus beau compliment qu'on peut faire à un manager. Le manager, il est là pour que son équipe aille le plus loin possible, et que c'est collectivement. C'est comme dans une équipe sportive. Le coach, l'entraîneur, il n'est même pas sur le terrain. Il est à côté. Et pourtant, c'est lui qui fait qu'il gagne.
Regardez, j'en parle aussi dans le livre, c'est aux Jeux Olympiques de Londres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'équipe de foot, que des numéros 1 super connus, super forts. Je ne connais pas les noms, parce que je ne connais ni les uns ni les autres. Alors eux, c'était sûr, ils allaient gagner. C'était que des numéros 1. Ils avaient gagné beaucoup de titres juste avant, d'ailleurs. Ah oui, mais c'était que des numéros 1, mais qui étaient les premiers devant les caméras. Je ne connais pas leur nom. Hein. Et puis, il y avait l'équipe de... Handball. Trop vieux, trop si, trop... Ouais, vraiment, on est vraiment allé chercher les vieux, ils sont pas bons. Je connais plus leur nom. Ah oui, mais sauf que qui c'est qui a gagné? Les handballeurs. Et pourquoi? Moi, mais bon, je crois qu'il y en avait un qui était un peu plus connu que les autres. On connaissait pas leur nom, mais c'est l'équipe qui a gagné. Ils avaient envie de gagner. Quand on les regardait aux interviews, ils étaient heureux d'être ensemble. Et ils sont allés ensemble gagner. L'équipe de foot, chacun est allé briller devant les caméras. Du coup, ils ont perdu. Parce que, effectivement, je me suis heurtée dans une usine et je me suis même heurtée dans ce cas-là aux équipes. Parce que vous donnez de la liberté aux gens. Vous leur dites... Bon, jusqu'ici, on vous a toujours dit ce que vous aviez à faire. Aujourd'hui, je vais vous donner une chance folle. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. L'objectif, il est là. Comment tu as envie d'y aller? Tu as d'autres idées? Je t'écoute. Mais la plupart du temps, ils vous regardent. Ils disent non, dis-moi ce que il faut que je fasse. Hein. Moi, je ne sais pas faire. Et j'ai pas envie. Et puis tu me dis. Et puis si je me plante, il faut qu'il soit sûr que s'il se plante, et on va rien lui dire. On va lui dire, écoute, on a essayé, tu n'as pas réussi. Mais il faut de la conviction. Mais en fait, ça dépend pourquoi vous allez travailler. Si vous allez travailler pour arriver le plus haut possible de l'entreprise, pour gagner le plus d'argent possible, vous n'arriverez pas à faire d'enthousiasme. Si vous y allez parce que vous avez envie de participer à quelque chose de plus grand, de participer à une œuvre collective, parce que vous aimez les gens, je crois que le principal élément, c'est qu'il faut aimer les gens. Merci. On va passer à une dernière question. Oui, je ne m'arrête jamais. On va passer à une dernière question avant que tous les micros soient épuisés. S'intégrer dans ce modèle-là de management, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là qui sont, si on leur donne trop de liberté, ils vont pas forcément travailler pour le bien de l'entreprise, ou ils vont pas forcément respecter les libertés des autres, parce que ça existe. Oui, enfin moi je connais pas tout, je connais bien cette entreprise, je connais pas tout en détail. Je peux vous donner simplement un exemple d'une personne qui effectivement est parti. Alors c'était un ancien cadre qui n'était plus cadre, puisqu'il y avait plus de cadre, et le directeur, alors donc le directeur lui a dit tu déconnes, tu étais mal dans ta peau, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te remettre sur une machine. Un ingénieur, un ex-ingénieur, on va le remettre sur une machine. Tu perdras pas ton salaire, rien du tout, mais simplement il faut que tu reviennes en réalité. Là, tu es en train de perdre un peu pied par rapport à l'usine. Donc on va te remettre pendant 6 mois, 6-8 mois derrière une machine, et tu verras, ce sera très très bon pour ta formation. Le type a pété les plombs, bien sûr, et il a entraîné le directeur au prud'homme. Bon, donc. Voilà. Il a gagné. Alors, c'est bien évidemment le directeur. Parce que le directeur ne lui enlevait pas son salaire, il gardait son salaire de chef, etc., etc. Mais il a plaidé simplement sur le fait que, mais c'était pas du tout c'était pour l'entreprise comme pour l'individu, que c'était bien qu'il revienne derrière une machine pour apprendre des choses qu'il avait un petit peu oubliées dans son itinéraire. Cette personne-là, bien évidemment, est partie folle furieuse, parce qu'elle a perdu en plus au prud'homme. Ça, il y a des gens qui, effectivement, moi je considère, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Il y a des personnes, de même que dans une équipe, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour jouer collectivement, etc. Donc, je pense qu'il y a des personnes dont il faut se débarrasser. Voilà.
Bah oui, non mais C'est un peu attendez, radical, je veux là, dire, c'est un on n'est petit pas, peu j'ai radical. pas une vision idéale des choses. C'est vrai de tout. C'est vrai de n'importe quel système. Soit vous adhérez au système et vous êtes prêt à rentrer dans les valeurs et dans l'espèce de dynamique du système. Soit vous mettez des bâtons dans les roues. Mais il faut pas hésiter à ce moment-là à dire non, t'es pas dans le truc. Mais c'est vrai de tout. Hein, c'est vrai de n'importe quel système collectif. C'est pas très happy. Pardon ? C'est pas très happy comme démarche. Mais quand même. il pourra peut-être trouver un autre cadre dans lequel sa solitude ou bien ses compétences ou peut-être sa misanthropie fait qu'il se sentira plus à l'aise. Il faut être bien. Donc, là, il n'était pas bien, la preuve. Merci. Une vraie dernière question. On a beaucoup parlé de justement trouver des nouvelles techniques aujourd'hui dans le monde du travail, mais Alexandre, dans votre quotidien d'entrepreneur, quelles sont vos réalités de votre vie d'entrepreneur et les challenges concrets auxquels auxquels vous faites face tous les jours? En termes techniques, comment ça? Moi j'ai vécu à l'étranger pendant 14 ans, 13 ans, très longtemps. Enfin longtemps. Sur ma vie professionnelle, longtemps. J'ai monté des boîtes dans plein de pays en Europe. Je suis rentré en France il y a 2 ans. Je suis rentré en France, pas parce que ça se passait mal ailleurs, j'étais très content. Simplement, j'étais directeur d'Avas, Worldwide Digital, pour le sud-est de l'Europe. Et une boîte que j'avais vendue, et d'ailleurs je suis encore actionnaire, donc je suis encore partenaire d'Avas, et j'y vais de temps en temps. Si je suis rentré en France aussi, parce qu'ici il y avait plein d'opportunités, plein de choses, parce que je sentais que quand j'avais quitté la France, il y a peut-être quelques années, être entrepreneur c'était un peu un gros mot. Les gens me regardaient, on me disait si t'es entrepreneur, c'est que soit t'es un peu mafieux, gangster, ou que t'as plein de fric, et que tu veux t'amuser. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement différent. Aujourd'hui, le quotidien d'un entrepreneur en France, il est plutôt pas mauvais. C'est bien vu. Être entrepreneur, alors encore plus start-upper, c'est un peu comme d'être trader dans les années 80. Ça fait rêver. La réalité, parfois, n'est pas toujours aussi bien, hein, je vous rassure. Nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est d'essayer d'allier des idées, de voir ce qui peut se faire demain, ce qui est en train de se passer, des changements que nous sommes en train de vivre, et à mon avis, on n'a aucune idée de vers quoi on va, mais on y va. On a un cap, en gros, on sait ce qui va plus ou moins se passer. Et c'est d'essayer de trouver des idées, des solutions pour que demain, on puisse le vivre une fois de plus de manière plus sereine. Que ce soit dans les entreprises, je travaille à essayer d'optimiser les ressources des entreprises en temps réel grâce au big data, à l'analyse. Je travaille à essayer que les gens justement trouvent leur place et soient capables de trouver un job et de trouver le job qui leur convient dans un monde où effectivement on a tendance à leur dire que il n'y a pas d'emploi, alors tu sais, il vaut mieux prendre le job qui vient à côté. Je travaille à l'éducation et à ce que justement demain l'éducation soit un peu différente que celle qu'on a aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle. Et alors comment je fais tout ça alors que je dors quand même 8 heures par nuit. Je ne suis pas un psychopathe, comme des fois on nous montre les grands patrons qui bossent 4 heures par nuit. Je pense que c'est pas humain de dormir 4 heures par nuit, et que les gens qui dorment 4 heures par nuit, c'est pas bon signe. Donc voilà, je pense que tout ça c'est possible si effectivement on a des outils qui sont mis en place, des outils collaboratifs, et qu'on est capable justement de travailler en équipe. C'est holacracy, non? Quelque chose comme ça. C'est le travail en équipe justement où il n'y a pas forcément un manager. Je fonde des boîtes, j'essaye de les faire marcher, et puis effectivement on donne à l'ensemble des équipes suffisamment d'outils et de responsabilités. Les objectifs, c'est des objectifs qu'on fixe ensemble, c'est jamais
Alors là, je suis pas forcément d'accord. C'est pas forcément des objectifs très élevés. Moi, je préfère avoir des petites victoires plutôt que d'essayer de se dire on va essayer d'avoir des choses incroyables. Je suis peut-être moins... je vise moins haut. Je ne vise pas la lune tout le temps. Et justement, avec des outils collaboratifs, mais nous, avec les collaborateurs, avec les fondateurs, on se parle sur Facebook, on communique sur Facebook, on communique sur Slack, on a Drive, et ça nous suffit. On a plus un bar qu'un bureau, plus des tables rondes, des pas de bureau, et quand les gens viennent, que ce soit des journalistes ou la médecine du travail, qui font bon, bah, on va aller dans votre bureau, on fait, bah, je sais pas où vous voulez aller, là, ici. On peut bosser de n'importe où, il n'y a pas de règles, justement, parce qu'on pense que l'emploi de demain sera différent, les structures de demain seront différentes. Aujourd'hui, la Défense ou la City, ça fait plus si rêver que ça. C'est un peu gris d'ailleurs. Donc il y a des initiatives comme Escape City, Escape the City ou Fuyons la Défense qui existent. Parce que ce qui n'existe pas encore en termes français, qui s'appelle commuting, et je pense qu'on va le traduire le jour où on dira que c'est mal, c'est-à-dire le fait de voyager d'un point de chez soi à son travail, et de tout le monde, de rassembler tout le monde en un point unique. Ça avait du sens sous Henry Ford, ça en a beaucoup moins aujourd'hui, même plus du tout, et que c'est une aberration d'avoir des grands groupes qui, le papier était vital, alors qu'aujourd'hui c'est plus le cas, parce qu'en plus de ça, ça provoque plus de divorces, plus de maladies, plus de problèmes pour la planète, donc je vois même pas l'intérêt de faire voyager des gens tous les jours au même endroit. Donc nous, ce qu'on essaye de faire au quotidien, bah, c'est ça, c'est avoir des idées et des convictions, et en même temps essayer d'avoir des applicatifs qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais des applicatifs qui peuvent être faits aujourd'hui, mais en pensant à demain, toujours. Merci beaucoup. On vous remercie d'être venu à SCD Europe ce soir, et on remercie au public de s'être déplacé aussi. Merci.